Soyez la bienvenue, Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, le sort de votre région. Aujourd'hui, les routiers poursuivent leur grève. Il y a des tensions, mais il n'y a pas de pénurie d'essence. Mais est-ce que l'Île-de-France est touchée aujourd'hui? À ce stade, l'Île-de-France est heureusement pas touchée, mais vraiment, je le dis aux routiers, le blocage n'est jamais la solution. Je sais qu'ils vont être reçus par le ministre aujourd'hui, et franchement, empêcher les gens d'aller travailler, les prendre en otage, ça n'est pas vraiment la solution. Il y a 142 stations-service qui sont, paraît-il, à sec sur 800. Et donc, ça touche un peu la région. Mais sur le plan économique, vous n'en sentez pas encore les effets? Non, on n'en sent pas les effets. Et si c'était le cas, je demanderais au gouvernement, évidemment, de procéder à des réquisitions. Mais vous avez vu, ah oui, des réquisitions. Mais le climat ne conduit pas à la réquisition parce que le gouvernement est intervenu d'une manière assez ferme. J'ai vu qu'il a manié à la fois la carotte et le bâton. Oui, le bâton, il y a eu les CRS, la menace de retrait de permis de conduire des routiers, et puis autre chose, les grues de l'armée pour déplacer les camions. Et quant à la carotte, c'est un permis de conduire professionnel, parce qu'il paraît que ça n'existe pas, puis quelques gestes concrets. Vous l'avez dit, la ministre, c'est jeudi. Et aujourd'hui, ce sont les directeurs de cabinet des deux ministères, etc. Et est-ce que vous pensez que ça se termine ou ça va se durcir? Moi, je souhaite que ça se termine. Je souhaite aussi qu'on réfléchisse pour l'avenir, je l'ai dit, à une écotaxe pour les poids lourds en transit, ceux qui traversent l'Île-de-France sans s'arrêter et qui nous polluent sans payer, j'allais dire, leur écho aux infrastructures de l'Île-de-France. C'est-à-dire que se pose aussi le problème des travailleurs détachés sur la route de l'Europe. C'est ça, c'est-à-dire ces camions qui arrivent du nord de l'Europe, qui vont dans le sud, qui passent évidemment tous par Paris, qui abîment nos infrastructures et qui ne payent rien. Et je pense qu'ils pourraient être mis à contribution selon le principe pollueur-payeur. Est-ce que vous pensez, Valérie Pécresse, qu'Emmanuel Macron est en train de gagner sur la rue? Et qu'en tout cas, il est en train d'imposer ou de réussir sa réforme du Code du travail? En tout cas, ce que je pense, c'est que ce n'est pas la rue qui gouverne dans ce pays. J'ai été scandalisée par les propos de M. Mélenchon ce week-end, qui a complètement détourné l'histoire à son profit. Et moi, il m'a fait penser vraiment aux factieux des années 30, ceux qui se rebellaient justement contre la démocratie et la République. Hier, le patronat a dit c'est un clown, vous vous dites c'est un factieux. Il se comporte comme les factieux, c'est-à-dire qu'il attaque clairement les institutions de la République. Il y a un Parlement qui a été élu démocratiquement. Cette légitimité démocratique, elle existe. Et M. Macron a cette légitimité pour faire ses réformes. J'ajoute qu'au Sénat, il y a eu un rééquilibrage des pouvoirs et que donc le président de la République va devoir aussi concerter davantage avec l'opposition. Alors aujourd'hui, le français Alstom et l'allemand Siemens vont se retrouver et devraient se rapprocher. La forme reste à déterminer, Valérie Pécresse, et l'objectif c'est de créer, d'après ce qu'on dit, un géant mondial, en tout cas un Airbus ferroviaire. Et ça vous concerne directement. Combien de rames ou de trains vous avez commandé? Oula, j'ai commandé des dizaines et des dizaines de rames, puisque j'ai commandé 3 milliards d'euros de RER nouvelle génération, la commande du siècle, Alstom et Bombardier, mais j'ai commandé aussi des nouveaux métros, j'ai commandé aussi des nouveaux tramways, tout ça à Alstom. Donc je souhaite évidemment, et je suis inquiète, que cet Airbus du ferroviaire, qui n'est pas une mauvaise idée, ne se fasse pas au détriment de la France. Je souhaite qu'Alstom respecte les engagements de production en France qui ont été pris au moment de ces commandes. Et je souhaite évidemment que ces RER, ces trains et ces tramways arrivent à l'heure, que tous les engagements d'Alstom soient respectés. À l'heure, c'est-à-dire au moment où ils l'ont dit, dans les délais prévus. Dans les délais prévus. Dans les délais prévus, parce que si jamais le mariage entre Alstom et Siemens se faisait de manière déséquilibrée, il y a un risque que les engagements pris par Alstom ne soient pas forcément tenus, notamment sur la production en France de ces trains et de ces RER. Alors, si justement ce mariage se fait dans la journée, vous demanderez assez vite qu'on vous donne des garanties, je suppose. J'ai déjà demandé à Alstom que tous les engagements soient scrupuleusement tenus. Des engagements ont été pris, notamment sur la production en France d'une grande partie de ces matériels, et je souhaite que ces engagements soient tenus. Et Alstom a dit oui. Et donc, il faudra que Siemens, si Siemens est le maître d'œuvre, que Siemens s'engage de la même manière. Je le demande à Alstom, qui est aujourd'hui la personne avec laquelle j'ai contractualisé. Aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'il y a 3 nouveaux centres d'accueil de migrants qui vont être créés dans la région Île-de-France. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que d'abord, vous pouvez me dire où? Non, on ne connaît pas les lieux. On sait effectivement, on connaît la décision du préfet. Moi, ce que je tiens à dire ici, c'est que la cote d'alerte est clairement dépassée. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 bidonvilles
dans la région Île-de-France recensés par les associations, 100 bidonvilles. Donc je ne peux pas être hostile à la création de centres d'orientation des migrants, mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on raccompagne chez eux tous les étrangers en situation irrégulière qui aujourd'hui thrombosent nos centres d'hébergement d'urgence et qui aujourd'hui dorment dans les rues ou dans les campagnes ou dans les délaissés d'autoroutes de l'Île-de-France. Et c'est ce qui se passe en Île-de-France se fait aussi dans les autres régions. L'Île-de-France est particulièrement sinistrée parce que, comme vous l'imaginez bien, en fait, c'est une région frontalière avec les aéroports, avec les gares. C'est une région qui attire énormément et nous avons besoin aujourd'hui que le gouvernement, tous les mois, nous informe des reconduites effectives à la frontière qu'il va pratiquer, parce que nous avons besoin de cette transparence. Le gouvernement dit, quand on est clandestin, on doit rentrer chez soi, et bien qu'il le prouve. Ça, c'est la difficulté. Mais la porte de la chapelle, on voit bien que c'est engorgé, et qu'il faut permettre peut-être à ceux qui sont là, les migrants et parfois les mineurs, d'aller ailleurs. Mais aller ailleurs, monsieur El Kabbach, c'est déplacer le problème, ça n'est pas le régler. Moi, je souhaite qu'on le règle. Et pour qu'on le règle, il faut qu'on fasse des accords avec les pays d'origine de ces migrants, qu'on fasse des accords de co-développement, donnant-donnant, c'est-à-dire que les migrants seront accompagnés, les pays d'origine accepteront qu'ils reviennent, et en échange, la France relancera une politique dynamique de co-développement, notamment de l'Afrique. Ça prendra du temps, effectivement, il faut aider l'Afrique. Vous savez, monsieur El Kabbach, ça prend toujours du temps quand on veut rien faire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la situation est urgente. Ça fait des mois et des mois qu'on laisse arriver les migrants sans rien faire. Et évidemment, on se retrouve dans la situation que vous décrivez, c'est-à-dire obligé de multiplier les camps. Et on a des personnes qui dorment dans la rue dans des situations indignes aussi pour les riverains, qui doivent subir des nuisances épouvantables. J'étais place de la Chapelle, vous savez que les femmes ne pouvaient plus circuler dans la rue. Donc je demande aujourd'hui au gouvernement d'agir. Mais est-ce que Paris, la capitale, agit suffisamment ? Mais ce n'est pas de la responsabilité de Paris, malheureusement. Le problème de Paris, c'est qu'il y a une forme de double langage. Il y a un double langage à la fois. La maire de Paris dit qu'elle veut accueillir, donc il y a un appel d'air. Et en même temps, on voit bien que sa première préoccupation est surtout de déplacer en banlieue les migrants qu'elle ne saurait pas voir dans Paris. Et ça, pardon de vous le dire, mais moi je suis responsable de la cohésion d'un territoire de 12 millions d'habitants. Les habitants de tous les départements d'Île-de-France ont la même dignité. Et ce n'est pas au département de la banlieue de subir les nuisances que Paris ne veut pas subir. J'entends votre agacement et en même temps vous demandez que l'État vous informe et informe les maires des endroits où vont être envoyés, où vont être créés ces centres d'accueil. Oui, mais je ne sais pas tellement ça le problème, monsieur El Kabbach. C'est vraiment le retour. Aujourd'hui, les centres d'hébergement sont thrombosés et nous avons plus de 100 bidonvilles, je le répète, dans l'Île-de-France. Pour l'Île-de-France, un des grands chantiers de l'avenir, c'est le transport public et privé. D'ailleurs, vous l'avez montré avec les trains et les commandes de trains. Je pense que ça a dû être un des premiers problèmes. Et vous vous êtes prononcé, vous, Valérie Pécresse, en faveur de la voiture électrique, du covoiturage, d'une économie ou d'une écologie qui incite, qui invite, etc. Dans combien d'années la capitale, Paris capitale, sera interdite aux voitures, au rythme où ça va ? Mais moi, j'avoue que j'ai un petit souci avec cette notion d'interdiction des voitures. Parce que la voiture de demain, elle sera silencieuse et elle ne sera pas polluante. Alors pourquoi en faire l'ennemi ? Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on aille plutôt vers une logique de réduction globale de la pollution, pas de limitation de la liberté d'aller et venir. Parce que empêcher les voitures de circuler, c'est empêcher la liberté d'aller et venir. Donc je suis plutôt sur une logique, vous l'avez dit, de multiplier toutes les mobilités propres. Nous avons retiré, l'Île-de-France, plus de 1000 bus diesel qui roulaient sur les routes. Et ben, je peux vous dire qu'en faisant ça, sans faire de bruit, sans embêter personne, et ben, on a beaucoup plus réduit la pollution que la maire de Paris. Dimanche prochain, 1er octobre, et pourtant elle se prononce, elle, contre la pollution, etc. Dimanche prochain, 1er octobre, Paris va marquer une journée sans voiture. Est-ce que c'est une manière d'habituer ou de nous habituer à des comportements sans voiture, d'autant plus qu'aujourd'hui les Franciliens se plaignent de la difficulté d'accès à Paris. Est-ce que c'est inévitable ? De toutes les façons, ce qui est certain, c'est qu'il faut un plan massif de rénovation des transports en commun. C'est ce à quoi je me suis attelée dès mon élection. Je vous ai parlé de la commande du siècle de matériel, mais on a aussi un plan pour les gares, on a aussi le développement du covoiturage, vous l'avez dit, 1000 bus supplémentaires. Donc là-dessus, on travaille tous azimuts. Le problème, c'est que vous l'avez bien compris, c'est qu'en 2 ans, on ne peut pas réparer 17 ans ou 30 ans
parce qu'en fait, c'est plutôt 30 ans Chirac. de sous-investissement dans les transports du quotidien. Et je suis très heureuse que le président Emmanuel Macron ait dit que sa priorité allait être les transports du quotidien. Mais il faut 10 ans d'investissement. Et c'est pour ça que moi, je reviens sur la méthode, pas de brutalité. Parce que la brutalité, l'interdiction brutale de circuler, eh bien, ça crée de la souffrance. C'est qui la brutalité? La brutalité, c'est la brutalité de la fermeture des voies sur berge, sans mesure compensatoire. Moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est des parkings aux entrées de Paris. Je demande qu'on ait la possibilité d'avoir des transports de substitution. Et tout ça, évidemment, ça nécessite un petit peu de temps et un petit peu de concertation. Paris embouteillé, Paris asphyxié, contre cela, qui va convaincre l'autre? La présidente de la région ou la maire de Paris? La mairie de Paris a fait un geste, un premier geste, et c'est significatif, puisqu'elle nous a donné 1000 places, elle a identifié 1000 places de parking qui pourraient enfin être mises à la disposition des habitants de la banlieue qui arrivent dans Paris. Le problème, c'est que ces places sont très chères et que moi, je ne peux pas proposer aujourd'hui de manière crédible ces places à des banlieusards pour qu'ils laissent leur voiture tant que les prix n'auront pas baissé. Avant d'aborder des questions politiques, mais ce qui est le plus intéressant, à mon avis, c'est ce qui est concret. Pour le Grand Paris, la concertation est en train de commencer. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à la suppression, à la disparition des 3 départements qui sont le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine? Non, parce que ça constituerait un grand département autour de Paris qui n'aurait pas de sens. On ne peut pas faire un département autour de Paris, ça n'a pas de sens. Ou alors, on va vers... Le département disparaîtrait. Oui, mais vous voyez, ce serait faire le Grand Paris sans Paris si on supprimait juste les départements de banlieue. Ça n'aurait pas de sens. En revanche, ce qui fait du sens, effectivement, c'est de constituer une métropole à l'échelle de la région. Parce que la région, eh bien, c'est une unité à la fois économique, c'est une unité de déplacement, les RER couvrent toute la région, c'est une unité de formation, c'est une unité d'accueil des investissements. Un centre extraordinaire, économique, de pouvoir politique, etc. Est-ce qu'il faut à ce moment-là élire le futur patron ou la future patronne au suffrage universel direct? Moi, je prêche pour une région métropole et je vous rappelle que la présidente de région est déjà élue au suffrage universel direct. En revanche, le sujet pour moi, c'est de ne pas faire un Grand Paris rétréci à Paris et la Petite Couronne ou à la Petite Couronne seule. Ça, ce serait le retour au département de la Seine, c'est-à-dire le retour aux années 60. Aujourd'hui est annoncé un discours sur l'Europe du président de la République qu'il va prononcer devant les étudiants à la Sorbonne 48 heures après la victoire offusquée ou entravée de Mme Merkel. Est-ce que vous pensez que le moment est un moment opportun? Juste au moment où tout le monde se dit il n'aurait pas dû ou il ne faudrait pas, est-ce qu'au contraire, la France ne peut marquer sa volonté de relancer ou de refonder l'Europe? Oui, moi je crois que le timing est le bon, vous avez raison. Le timing est le bon parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur l'Europe et son avenir. Moi je suis puissamment européenne, même si je suis parfois eurocritique. Vous savez que j'ai fait voter une clause Molière, c'est-à-dire que je demande que les travailleurs des chantiers d'Île-de-France, eh bien, s'ils ne parlent pas le français, ils puissent être assistés d'un interprète pour leur sécurité. Ça renchérit le coût du travailleur détaché, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pour éviter le dumping social du travail détaché. Donc je suis eurocritique, mais en même temps, je suis profondément européenne. C'est-à-dire redonner une ambition à l'Europe, l'envie d'une Europe qui protège, qui innove, comme on le dit. Il veut lancer, il suffit de lire ce qu'il a dit devant les ambassadeurs pour trouver déjà ces pistes pour l'Europe, pour les pays qui le veulent, des conventions démocratiques et citoyennes. Et il dit... penser une Europe à plusieurs formats, aller plus loin avec ceux qui veulent avancer, sans être entravés par les États qui veulent avancer moins vite et moins loin. Oui, mais l'Europe à plusieurs vitesses, moi j'ai toujours été favorable. Simplement, ce qui m'inquiète, c'est d'avoir un couple franco-allemand déséquilibré. Et vous voyez, c'est comme le mariage Alstom-Siemens. Est-ce que ce mariage sera vraiment équilibré? Donc le sujet pour la France... Là, c'est l'Allemagne qui sera affaiblie. Le sujet pour la France, oui, enfin l'Allemagne est affaiblie. Madame Merkel est politiquement affaiblie. L'Allemagne n'est pas affaiblie. C'est la France aujourd'hui qui est affaiblie, faute de réformes, faute de courage et faute de respecter ses engagements européens. Donc on a un sujet... Ça veut dire que vous soutenez toutes les réformes qui sont faites, si elles sont faites de manière équilibrée et juste. Mais tout à fait, Monsieur El-Kabbach, j'ai dit que j'étais dans une opposition juste et j'ai dit que la réforme du travail allait dans le bon sens, de la même façon que je travaille la main dans la main avec le gouvernement sur des grands projets comme le retour des Brexiteurs ou bien l'obtention des JO. Donc vous n'êtes pas inquiète de ce qui est en train de se passer en Allemagne, le fait que les 90 à 100 députés xénophobes, antisémites, racistes, anti-islam, anti-immigrants
rentre au Bundestag. Bien sûr que si, je suis très inquiète de cela, mais je dis que l'Allemagne, en tant que pays et puissance économique, c'est pas elle le maillon faible. Aujourd'hui, le maillon faible, c'est la France. Oui, mais ça peut affaiblir l'Allemagne Oui, et affaiblir le gouvernement. Ça peut affaiblir instable. Angela Merkel et ça peut effectivement la priver de cette majorité solide qu'elle avait depuis des années. Mais la France a pour le moment échappé aux extrémismes et aux populismes de droite et de gauche. De justesse. Oui. Et on doit rester vigilant. Et on doit rester extrêmement vigilant. Je vous rappelle que quand même Emmanuel Macron, c'est une évidence, n'a fait que 25% au premier tour de l'élection présidentielle. Et donc ça veut dire que nous avons, nous aussi, à nous préoccuper, chez nous, des extrêmes. Et c'est pas parce qu'ils ne sont pas rentrés au Parlement qu'ils n'existent pas et qu'ils ne sont pas très puissants. Ils existent en Europe de l'Est, en Allemagne, en Europe centrale, et ils gagnent partout. Ils sont partout, et ils sont, y compris dans ma région. Vous dites qu'il a fait que 25%, qui a fait mieux? Ah non, mais j'ai pas dit ça. Dans votre camp? Ah mais monsieur El Kabbach, ça n'était pas un jugement de valeur. Vous me parlez des extrêmes qui rentrent en Allemagne et qui affaiblissent l'Allemagne. Je vous dis que c'est pas parce que les extrêmes ne sont pas puissants au Parlement qu'ils n'existent pas puissamment dans la société française. Parce que quand les extrêmes font près de 50% au premier tour d'une élection, eh ben ça veut dire qu'ils sont très puissants. Ils sont en train de s'affaiblir, les extrêmes, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Dans votre parti, attention au pays réel. Dans votre parti, les plus conservateurs réclament l'exclusion des conservateurs et des 3 ministres de droite importants dans l'architecture du gouvernement. Les constructifs, vous voulez dire? Les constructifs, qu'est-ce que j'ai dit? Les conservateurs. Non, j'ai dit les conservateurs veulent mettre dehors les constructifs. Et les 3 ministres de droite importants dans l'architecture du gouvernement, le Premier ministre Édouard Philippe, vous les connaissez tous, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu. Est-ce qu'il faut les sortir? Mais ils sont partis. Pardon, excusez-moi, mais quand il y a un abandon de poste... Oui, non, mais attendez, Jean-Pierre Gabache, ils sont partis dans un gouvernement d'Emmanuel Macron, un gouvernement social-démocrate. C'est leur choix, mais ils nous ont quittés. Vous savez, quand il y a un abandon de poste dans la fonction publique ou dans une entreprise, on dit, on constate le licenciement. On constate le licenciement. Oui, c'est pas une exclusion, c'est eux qui se sont exclus. Vous refusez d'entrer dans la compétition de la présidence de votre parti, les Républicains. Est-ce que ça veut dire que vous placez la région avant le parti? Oui. Définitivement? Je place mes engagements vis-à-vis de mes électeurs avant une ambition personnelle, ce qu'ils ne comprendraient pas aujourd'hui. Et vous savez quelle est la défiance aujourd'hui des électeurs vis-à-vis de la classe politique. Oui, mais ça peut évoluer si les politiques se montrent dignes et si les médias se montrent dignes aussi. Et s'ils ont des résultats, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup. Vous avez créé Libre, un mouvement, une association libre et républicain. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une double alternance sans conflit d'intérêts? Oui, tout à fait. C'est un peu le même principe que Désir d'avenir en son temps ou que Force républicaine quand. Mais pas les patriotes de Philippot. Non, visiblement, il y a eu un conflit entre Mme Le Pen et M. Philippot. On lui a demandé de choisir. Moi, en l'occurrence, je m'inscris dans une tradition qui est celle de la droite républicaine, qui est celle d'être diverse. Et je défends cette diversité comme une richesse. Si la droite se recroqueville, elle perdra et Emmanuel Macron occupera tout l'espace. Mais Laurent Wauquiez a un des premiers compris que l'implosion et la crise au sein du Front National permettent d'envisager la chasse aux électeurs désenchantés du Front National. Et avec une politique, ou pour une politique, comme dit Laurent Wauquiez, une droite de droite, ça peut vous permettre de vous rapprocher ou au contraire de vous distinguer? Et vous savez, en politique, il y a la stratégie et puis il y a l'authenticité. Moi, je suis authentique. Je défends les valeurs qui ont toujours été les miennes, celles du gaullisme social, celles d'une droite qui n'a pas peur, effectivement, du mot social, qui n'a pas peur du mot écologie, qui n'a pas peur du mot égalité femmes-hommes, qui n'a pas peur non plus. Pourquoi l'autre a peur de tout cela? Non, mais pas du tout. Mais moi, je ne me compare pas. J'essaie de défendre mes idées, mes valeurs. Et j'ai un certain nombre d'amis. Si cette droite de droite progresse et devient... Mais je suis de droite, monsieur El Kabbach. J'ai compris. N'allez pas me demander, on ne va pas se donner des certificats de droite. J'ai jamais été autre chose. Donc, pardon. Quel que soit le président, et si Wauquiez est élu, vous restez à l'intérieur avec votre mouvement libre. Moi, j'ai dit, il y a deux lignes rouges, la porosité avec le Front National. Si on fait la course à l'échalote avec le Front National, ce sera sans moi, ce ne sont pas mes valeurs. Et moi, je suis fidèle au pacte fondateur de l'UMP, de l'Union pour un mouvement populaire, qui est de ne pas faire d'alliance avec le Front National. Et par ailleurs, eh bien, j'ai un certain nombre d'idées que je défendrai. Si je m'aperçois que ces idées ne sont pas défendues par mon parti, j'en tirerai les conséquences. J'en tirerai les conséquences. Mais aujourd'hui, je me bats pour les défendre. Et permettez-moi de vous dire que j'ai énormément de parlementaires, d'anciens parlementaires, d'élus, des centaines d'élus qui me rejoignent. Vous avez décidé déjà qui vous parle? Moi, j'ai beaucoup d'amis dans cette campagne.
Aujourd'hui, je ne soutiendrai personne. J'ai envie de vous dire encore un mot. Il y a en ce moment la loi antiterroriste qui est en discussion avec Gérard Collomb, qui essaie de dire que la loi antiterroriste permettra à la fois de garantir toutes les libertés et d'assurer la sécurité des Français. C'est un casse-tête politique parce que les uns disent c'est une loi laxiste, d'autres liberticide. C'est classique. Mais Gérard Collomb indique que les gendarmes, les policiers, les douaniers, le personnel pénitentiaire sur lesquels existeraient des preuves ou des soupçons de radicalisation seraient mutés, radiés, licenciés. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut aller plus loin et vers qui ? J'allais dire c'est la moindre des choses, mais bien sûr il faut aller plus loin. Moi j'ai demandé, ça fait plusieurs années que je demande, j'ai demandé à M. Cazeneuve, à M. Valls, j'ai demandé à avoir la possibilité de licencier les personnels des sociétés de transport, les personnels des établissements scolaires qui seraient soupçonnés de radicalisation grave. Je crois malheureusement que dans ces domaines, des services publics sensibles, dans des établissements qui reçoivent du public, il faut qu'on puisse avoir un principe de précaution qui s'applique. Donc vous voudriez qu'on ajoute les transports publics et en même temps les enseignants? En tout cas, tous les postes qui sont à risque et dans des établissements qui reçoivent du public et qui peuvent donner lieu à attentat. Gérard Collomb est prévenu, il sera l'invité. Oh, mais il le sait, je le lui ai déjà dit. Merci d'être venu. Demain, je recevrai Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. À demain.